Bonjour et bienvenue à Lire ici. Ça fait plaisir de vous accueillir au sein de ma librairie, la librairie Livre en tête à Montmagny. Et aujourd'hui, nous accueillons Jocelyn Grenier, un auteur qui réside maintenant au Cap-Saint-Ignace. Jocelyn, bonjour, bienvenue. Bonjour Claudine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, surtout. C'est un grand plaisir, en fait, de vous accueillir au salon ici de la librairie pour qu'on puisse parler de vos œuvres. Vous avez jusqu'à maintenant publié 2 livres. Oui. Mais avant d'entrer là, dans le vif des sujets de ces 2 romans-là, présentez-vous un petit peu aux gens de la région. Moi, c'est Jocelyn Grenier. Je suis originaire de la Gaspésie. J'ai travaillé, j'ai fait le tour du Québec, dans le fond, parce qu'à titre d'agent de protection de la faune, OK. j'ai travaillé en Gaspésie, évidemment, mais j'ai été 10 ans en Abitibi, un bout à Saint-Jérôme, Valleyfield, et puis là, ça fait 11 ans que je suis à Québec. Puis là, avec le télétravail, la pandémie du télétravail, on a décidé de s'éloigner un peu de Québec et avoir un peu de tranquillité. Oui. Fait qu'on a décidé de s'en venir dans la région ici. Ça fait qu'en septembre, ça va faire 2 ans qu'on est au Cap-Saint-Ignace, Au Cap-Saint-Ignace. dans une vieille maison ancestrale qui date de 1863. Là. C'est parfait, ça. On a acheté un projet. Oui, je vous le fais pas dire parce qu'on est dans la même situation chez nous aussi. Est-ce que justement cette opportunité-là de déménager, d'avoir accès au télétravail, est-ce que c'est ce qui a permis aussi la mise en branle de votre carrière d'auteur? Est-ce que ça aussi... Pas vraiment, parce que j'avais déjà commencé avant de m'en venir ici. Ça date de mon secondaire. C'était en secondaire 5, j'avais une professeure elle en était à son premier contrat. Puis elle nous donnait, au début de l'année, elle nous donnait un grand paragraphe, puis elle nous demandait de compléter l'histoire. Ah oui! Puis au fil de l'année, plus l'année passait, son paragraphe, elle rapetissait, puis le nôtre grandissait, puis à la fin, elle nous dit, racontez-moi, écrivez-moi une histoire. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. C'était aussi simple que ça. Vraiment, j'ai eu le goût à ce moment-là d'écrire. J'ai continué à écrire un peu, mais de là à écrire une histoire complète. J'écrivais des petites histoires, puis non, puis là, après ça, avec le travail, la famille, ça a été mis de côté. Puis en 2019, juste avant la pandémie, je travaillais avec une amie, une Parisienne d'origine, puis je discutais avec elle, puis je dis mon projet de retraite, ce serait, moi, j'ai le goût de me remettre à l'écriture, puis d'arriver à amener un roman à bout. À l'aboutir. À l'aboutir, effectivement. Puis elle m'a dit tout simplement comme ça, pourquoi t'attends à la retraite? Ça a été juste ça, la petite poussée qui m'a été donnée. Puis je me suis mis à écrire, puis en 6 mois, mon premier roman avait abouti. Il était abouti. Est-ce que c'était une histoire dépoussiérée, quelque chose que vous aviez déjà... Pas du tout. Pas du tout, sauf que là-dedans, la dernière partie là, est un peu inspirée de quelque chose que j'avais remis en devoir en secondaire 5, justement. OK. Mais c'est vraiment une inspiration libre. Mais la base est là. Puis j'ai mis quelques petits extraits des fois, là, mais l'histoire, c'est comme si elle m'était racontée. Là. Moi, je compare souvent ça quand on écoutait des pierres à feu, qu'il y avait le petit diable sur une épaule, puis l'ange sur l'autre, là, puis qui racontait Fred a fait ça, fait ça. C'était la même chose. On dirait que l'histoire m'était racontée dans l'oreille. Elle m'a été vraiment. Ça a coulé comme ça. Puis c'est ça, j'ai commencé fin juillet, début août, puis je l'ai fini en période des fêtes, juste avant la pandémie. Juste avant. Ça, on parle de ondes de choc ici, hein? Oui, effectivement. Ça. Et puis, là, comment s'est passée la recherche de maison d'édition? Ça a été plus compliqué, oui. C'est toujours le compliqué. C'est sûr qu'on ne connaît pas ça. Première des choses, fait que là, on envoie nos manuscrits partout, à toutes les maisons d'édition, puis là, ils nous répondent toutes, ça ne correspond pas à notre ligne éditrice. Fait qu'on apprend sur le tas comme ça.
Puis par hasard, j'ai vu cette maison d'édition-là. Je me souviens pas si c'est sur Internet, en tout cas. Je ne sais pas si c'est sur Facebook ou quoi, mais c'est une maison d'édition parisienne. Puis je dis, ah, regarde. Puis il demandait le manuscrit, on pouvait l'envoyer surtout en PDF. Fait que, OK. parce que envoyer en France un manuscrit complet, ça coûte ça coûte une beurrée. Fait que je dis, ah, tu sais. Puis eux autres, dans le temps de le dire, ils m'ont répondu. Puis au départ, ça a été très bien, là. Je dois dire que la relation s'est gâtée un peu après. OK. Mais puis c'est sûr que c'est loin, on n'est pas sur place, on n'a aucun contrôle, on ne sait pas ce qui se passe. Fait que, mais je regrette pas quand même, parce que ça m'a permis de mettre quelque chose dans mon CV. Exactement, mais c'est un apprentissage aussi, comme Oh c'est oui, ça. beaucoup, beaucoup. Vous êtes d'un milieu professionnel complètement autre à l'écriture, à la littérature. Oui, Fait que c'est ça, on chemine maintenant. exactement. Puis même encore là, regarde, là, j'en suis à mon deuxième qui vient d'être publié. Puis j'en apprends tous les jours, là. Je découvre des choses. Ah, tu sais, ça, on peut faire ça. J'ai appris dernièrement que justement, quand nos livres sont à la bibliothèque, Oui. ben, chaque fois que quelqu'un emprunte notre livre, ben, il y a une redevance qui est versée là-dessus. Oui, bien, Ben, il y a une importance aux bibliothèques, assurément. ben, c'est ça. On ne savait pas. Ça, c'est pas des choses qu'on nous dit. Hein. C'est vraiment, justement, ma maison d'édition, la propriétaire de la maison d'édition, qui est elle, notre rédactrice, elle dit, ah, inscrivez-vous à tel endroit, inscrivez-vous à tel endroit pour aller chercher toutes vos... Ça vous toutes permet vos- aussi justement d'aller aussi faire des salons, de faire des différents événements, Oui. j'imagine, là, en Oui, plus mais de... c'est ça, on fait plus le suivi par nous-mêmes aussi. Là. On commence en se faisant un réseau de contacts un peu aussi. Moi, au départ, là, je pensais dans l'horreur, il n'y en a presque pas, à part Sénécal au Québec. Il n'y a personne qui écrit de l'horreur. Puis là, à un moment donné, je découvre un groupe Facebook, lecteur de romans noirs, horreur et policiers, Mhm. puis sur lequel il y a quelque chose, presque 30 000 membres. Puis on dit, il y a 700 auteurs sur ce groupe-là. Hein? Ah oui, on est tant que ça. Fait que- Ouais. Puis c'est ça, là, au fur et à mesure, on commence à se faire des contacts. Il y a un salon au Cap-Saint-Ignace. Ça a été mon premier salon l'année passée au Cap-Saint-Ignace. Puis après ça, j'ai fait Saint-Jean-Port-Joli. Puis là, ben, je commence à faire ben, je veux pas non plus faire 50 000 salons, là, mais Parce que ça prend aussi beaucoup de temps, forcément. Hein? Si oui, le ça temps prend. passé à rencontrer, ben, on écrit moins, effectivement. Effectivement, c'est énergivore beaucoup aussi parce que faut tout le temps que tu surveilles sur ton profil Facebook, bon, les commentaires, tu reçois des messages, tu réponds, tu suis, tu te fais de la pub. Et encore plus, justement, après le premier, parce que là, j'avais zéro support de la Bien, c'est maison ça, pas de d'édition. support. Alors que là, en ayant une maison d'édition plus proche, ça vous permet quand même de suivre mieux l'évolution du livre. Hein, faut Oui, dire. oui, oui. Puis là, c'est sûr que là, ça fait quoi? Ben, ça fait 2 semaines qu'on l'a Mhm. lancé, là, Oui. le 12. Fait que là, j'ai vraiment pas un grand échantillon, là, mais la semaine prochaine, j'ai un salon justement à Lauson, le salon au cœur de tes auteurs. Fait que là, j'attends ma boîte de livres en espérant encore qu'elle arrive à temps. Mais, c'est ça, là, on commence je vais faire la caravane littéraire aussi cet automne. Et, Il y a beaucoup d'événements. Il y a oui, effectivement de beaucoup plus en d'événements. plus. Si on parle des deux livres, en fait, le Honte de choc, est-ce qu'on était plus dans un roman policier, un roman suspense? C'est plus un suspense, roman noir un peu, là. Une histoire un peu de vengeance classique. J'invente rien. Mais le dernier tiers, là, qu'on voit la maison en forêt, là, ben, la couverture de l'océan est vraiment représentative De l'ambiance. de l'ambiance, de l'endroit où se passe à peu près la dernière partie du livre. Là. Puis cet endroit-là est vraiment, en tout cas, sans divulgacher, là, cet endroit-là est vraiment particulier.
Puis là, dans Tapis dans l'ombre, ben déjà aussi avec la couverture, on comprend bien l'ambiance, on est plus dans l'horreur, hein, j'imagine. Effectivement, c'est un thriller un peu, oui, horrifique, dans lequel on va visiter les expériences de vie après la mort. OK. C'est la prémisse de l'histoire vient de là. C'est David qui... D'ailleurs, l'histoire se déroule toute à Québec, au complet. C'est tout dans la région de Québec. Puis David, il va faire du kayak à Stoneham, sur la rivière Jacques-Cartier. Il arrive un accident, puis effectivement, il meurt, il se noie, mais il est ramené parce que... Puis c'est juste qu'il a ramené quelque chose avec lui. David, il a visité le tunnel, comme on dit. On parle toujours du tunnel, puis de la lumière au bout du tunnel. La fameuse lumière, oui. Mais David, il n'a pas vu de lumière, mais il a ramené quelque chose avec lui. Puis là, ben, on visite. C'est vraiment une expérience de vie après la mort négative. OK. Hein, oui, ça donne le frisson. Est-ce que ce personnage-là est appelé à vivre dans d'autres romans ou pour vous, celui-là, ça se tient en lui-même? Bien, la suite laisse place qu'il pourrait y avoir autre chose sans que ce soit avec David, parce que il y a 3 branches à la fin là, que je pourrais prendre. Des alternatives que possibles. Je pourrais développer avec un des autres personnages qui arrivent en toute fin. Là. Effectivement. OK. Est-ce que donc ça veut dire qu'il y a d'autres projets? Il y a d'autres choses qui sont en cours de rédaction? Ou Là, comme c'est là, j'en ai trop. OK. Bien, ça peut être un beau problème. Ça peut être un beau problème, mais je travaille un peu sur la suite de Ondes de choc. OK. Que j'ai débuté. Puis j'en ai un autre aussi qui va être publié chez Sans Façon, aux éditions Sans Façon, où Tapis dans l'ombre est édité. Oui. Qui va paraître probablement en janvier-février. Assez rapproché, donc c'est plaisant, oui. Puis c'est drôle parce que là, la suite de celui-là, qui s'intitule Damien, ben m'interpelle plus. Et puis là, je travaille sur celui-là en particulier. Mais il y a plein d'autres projets. J'ai 7 ou 8 ébauches de fêtes. Là. Ah, tout de même. Mais là, la retraite n'est pas prise non plus. Là. Non, pas encore. Malheureusement, non. Encore 2 ans. Encore 2 ans. Ben là, en tout cas, ça vous permet... Il y a beaucoup de choses sur les rondes d'allumer en ce moment. Mais en tout cas, je suis contente de savoir qu'il y aura une maison d'édition au Québec pour assurer votre distribution ici. Et puis, c'est certain qu'on va suivre avec attention tout ce qui sera présenté là, par l'auteur et par la maison d'édition, assurément. Un gros merci d'avoir répondu à l'invitation aujourd'hui. Puis peut-être qu'il y aura une prochaine fois avec un prochain livre, sait-on jamais. Ben oui, c'est moi qui vous remercie encore une fois. C'est une belle opportunité, une belle visibilité qui m'est offerte après le lancement ici même aussi, sur cette banquette-là. Un gros merci, puis je vous dis à la prochaine. Lorsque David s'était lancé, le trio observait avec attention sa descente. Fidèle à son habitude, il pagayait avec puissance, contournant sans peine les obstacles. Ses amis admiraient sa dextérité, signe de longues heures d'entraînement, lorsque tout à coup ils le virent chavirer pour se retrouver la tête sous l'eau. Ils ne réagirent pas tout de suite, connaissant les habiletés de leurs compagnons, plutôt familiers avec la technique de redressement. David ne tarderait donc pas à se retourner à nouveau. Après 30 secondes bien sonnées, il comprit que quelque chose n'allait pas. Ils observaient, impuissants, l'embarcation au fil de sa descente lorsqu'ils aperçurent la pagaie libérée, flotter seule de son côté à la dérive. L'alarme retentit dans leur tête. Sans la moindre seconde d'hésitation, tous 3 s'élancèrent à l'assaut des rapides, l'un derrière l'autre, Sam en tête.